Vous êtes sur la RTNC. Madame, Monsieur, bonjour. À la une de ce matin, un avenant au projet d'amélioration de l'accès à l'énergie a été signé entre la ministre d'État en charge des Affaires étrangères et l'Agence japonaise de coopération internationale. Objectif, améliorer la desserte en électricité dans le commune du district de Moamba. Journalisme face à l'intelligence artificielle, le ministre de la Communication et Médias a lancé la deuxième édition de Rencontres congolaises de recherche sur le journalisme. Patrick Mouyaya a invité le scientifique à sensibiliser la population sur la place de l'intelligence artificielle dans la société congolaise. À suivre également à la une de ce matin, de maisons construites le long d'une rivière démolie sur l'avenue Mapenza dans la commune de Ngaliema, non loin de l'hôtel Léon. Vous verrez dans un reportage la force de la loi être appliquée dans ces coins pour lutter contre les constructions anarchiques. Madame, Messieurs, voilà tout pour le sommaire. Avant de développer ces titres, sachez que le Ghana est l'un de 6 pays dont la candidature a été présentée pour briguer le poste de secrétaire de l'ONU Tourisme. Son président sollicite la voix de la RDC. L'envoyé spécial du président ghanéen a été à l'Union africaine pour transmettre le message au président RD congolais Félix Tshisekedi. Blandunzovo. Le secteur mondial du tourisme se prépare à l'élection d'un nouveau secrétaire général. Les enjeux sont importants car le prochain dirigeant de cette agence spécialisée des Nations Unies aura la responsabilité de guider la politique touristique internationale pour la période 2026-2029. 6 pays ont présenté leur candidature, parmi eux le Ghana, pays de l'Afrique de l'Ouest, qui vient solliciter la voix de la République démocratique du Congo, pays ami, pour un tourisme engagé, durable et inclusif. Le conseil exécutif se tiendra à Madrid, en Espagne, le 29 et 30 mai 2025. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les a rassurés du soutien de la RDC. Nous avons, n'est-ce pas, un candidat africain qui est appuyé par l'Union africaine. C'est le seul candidat africain et le président a nous assuré de le support du Congo pour, n'est-ce pas, avoir une rotation juste de cette pause pour que l'Afrique aussi, pour la première fois, peut occuper cette position. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le tourisme a devenu un atout de développement, de création d'emplois. Et nous voulons avoir quelqu'un qui peut avancer l'intérêt général de l'Afrique dans ce domaine du tourisme. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment contents de l'appui fort de Monsieur le Président. Et avec cet appui, l'appui du reste des membres de cette organisation, nous pouvons pour la première fois, n'est-ce pas, avoir un candidat de l'Afrique. La candidature du Ghana sera portée par Mohamed Adam, un diplomate de carrière. Sa vision pour l'ONU Tourisme est axée sur le renforcement de l'organisation et la maximisation de la valeur pour les pays membres en promouvant le tourisme comme outil de croissance durable et de création d'emplois pour les jeunes. L'Organisation mondiale du tourisme est l'institution spécialisée des Nations Unies chargée de promouvoir un tourisme responsable, durable et universellement accessible. Dans l'actualité également, le président de la centrale électorale a officiellement remis jeudi 8 mai 2025 le rapport d'évaluation à mi-parcours de la CENI au président de la Chambre basse du Parlement congolais. Ces documents contiennent de recommandations clés pour renforcer le processus électoral en RDC. Anim Balaka. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a réceptionné le jeudi 8 mai 2025 le rapport annuel 2024-2025 ainsi que le rapport d'évaluation à mi-parcours de la Commission électorale nationale indépendante. Ces 2 documents lui ont été remis en main propre par le président de la CENI, Denis Kadima. Le rapport annuel retrace l'ensemble des activités menées par la centrale électorale au cours de la période écoulée. Il est complété par un rapport
rapport d'évaluation à mi-parcours enrichi des recommandations concrètes visant à améliorer les futures procédures électorales. Selon Denis Kadima, ces recommandations portent sur plusieurs dimensions du processus électoral, notamment les aspects légaux, techniques et opérationnels. On a voulu le voir pour symboliquement lui remettre sa copie à lui. Mais en plus de ce rapport annuel qui porte sur nos activités, il y a un rapport d'évaluation. Nous avons eu des ateliers pour évaluer le processus électoral de 2021 à 2024. Nous appelons ça rapport d'évaluation à mi-parcours. Et là, il y a des recommandations par rapport aux améliorations des processus futurs. Et ce rapport a été imprimé et nous avons remis une centaine de copies au président de l'Assemblée nationale. Le contenu, c'est en fait la perspective de la CENI par rapport à ce qui doit être amélioré. Sachez que ça touche aux questions légales, techniques, opérationnelles. Il faut que tout le monde sache ce que la CENI pense et les autres acteurs jouent aussi leur rôle. Ils ont aussi sont en train d'examiner le processus parce que vous savez, quand on tient des élections, qu'on ne doit pas juste annoncer les résultats et croiser les bras. Il faut aussi réfléchir sur les améliorations. Et ça, c'est notre effort pour améliorer le processus futur. Une centaine d'exemplaires imprimés du rapport ont été remis au président de la Chambre basse du Parlement pour une exploitation institutionnelle. Vital Kamerhe a salué la qualité du travail accompli par la CENI ainsi que le respect au délai institutionnel. Les propositions de loi fixant le principe fondamental relatif à la sécurité alimentaire en RDC a été jugée recevable par la plénière du 7 mai 2025. Elle est envoyée en commission mixte pour enrichissement. Tété Bongunja et Robert Kalimba. L'Assemblée nationale a déclaré recevable le mercredi 7 mai 2025 la proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Les députés nationaux Patrick Matatama Kalamba, participant activement à cette plénière, a souligné l'urgence et la nécessité de cette initiative législative. Selon l'élu de Kisangani, l'accès à une alimentation adéquate en RDC est problématique en raison de l'insuffisance de la production agricole. Il a précisé que cette insuffisance est due à la petite taille des exploitations familiales, le faible rendement lié à la qualité du sol, le manque de financement, l'accès limité à l'énergie et l'utilisation insuffisante des pesticides. Il espère ainsi que la thérapie législative qui en résultera permettra d'instaurer une véritable sécurité alimentaire dans le pays. Il faut que dans le cadre de cette loi, qui est la bienvenue, nous puissions aborder la situation de manière holistique pour apporter la solution qu'il faut. Il faut voir les pays qui ont réussi à résoudre le problème de l'insécurité alimentaire. Vous pouvez prendre l'exemple de la Chine, de l'Inde, du Brésil. Ce n'est pas certaines personnes seulement. Il faut généraliser. Toutes les familles qui vivent dans les zones à vocation agricole doivent s'adonner à l'agriculture. En ayant toutes ces petites surfaces-là, lorsqu'on va faire l'agrégation de production de chaque ménage, ça va donner une grande production. C'est ça la croissance économique inclusive. Il est à noter que cette proposition de loi qui établit les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire en RDC a été transmise à une commission mixte pour un examen approfondi. Cette commission dispose d'un délai de 10 jours pour déposer son rapport. Autre titre de ce matin, la première ministre de la RDC est rassurée du bon déroulement de la revue de programme de la facilité élargie de crédit et de la facilité pour la résilience et la durabilité par le Fonds monétaire international. Cette mission d'évaluation effectuée par le FMI permettra de renforcer le mécanisme de stabilisation de l'économie et d'améliorer la gouvernance et de lutter contre le changement climatique en RDC, comme l'a dit Freddy Matungulu, reçu en audience par la chef du gouvernement, Chimendondo Pompoumba et Joe Patrick Koukou. Les engagements pris par le gouvernement souminois dans le cadre de la première revue de programme de la facilité élargie de crédit et de la facilité pour la résilience et la durabilité en janvier dernier sont au cœur d'une mission d'évaluation du Fonds monétaire international FMI.
Ce jeudi, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu dans son cabinet de travail Freddy Matungulu Mbuyamo, administrateur suppléant représentant la RDC au conseil d'administration de cette institution financière internationale, qui a annoncé que les équipes du FMI sont déjà à Kinshasa pour cette mission d'évaluation de la première revue. Nous, en tant que représentants du gouvernement congolais au conseil d'administration du Fonds monétaire, nous sommes venus pour travailler avec les autorités, pour nous assurer que les discussions se passent bien avec cette équipe technique du Fonds monétaire qui séjourne dans notre pays dans ce cadre. Parce qu'il va falloir qu'on attende la fin des discussions techniques qui ont lieu en ce moment. Et il y a un rapport formel qui sera fait à son Excellence Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, quand la mission se terminera. Je crois que cette présentation lui sera faite lundi ou mardi de la semaine prochaine. Mais d'une façon générale, je crois que les choses se passent, on peut dire, plutôt bien. Et nous, on a été satisfaits de la réaffirmation par Madame le Premier ministre, la détermination du gouvernement congolais de continuer à travailler de façon à maintenir le programme sur la bonne voie. Cette mission d'évaluation qui devrait se dérouler sans grande inquiétude permettront de renforcer le mécanisme de stabilisation de l'économie, d'amélioration de la gouvernance et de lutte contre les changements climatiques en RDC. Pour sa part, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a réaffirmé sa détermination à mener des actions dans le sens de la bonne gouvernance, mais aussi à maintenir la stabilité économique du pays. Faisons à présent un retour en images sur cette cérémonie officielle de la signature des arrêtés portant admission sous statut des agents du secrétariat général au ministère de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables recrutées sur titre. C'est le vice-premier ministre de la fonction publique qui les a signés le jeudi 8 mai 2025 en présence de la ministre déléguée en charge de PVH, Nadine Kilosho, Betty Amani et Moké Malouma. Lancé depuis janvier de l'année en cours, le processus d'intégration des militaires et policiers au régime de sécurité sociale de la SENSAP a connu un tournant décisif ce jeudi 8 mai 2025 avec la tenue de la cérémonie solennelle d'intégration des militaires et policiers au régime de sécurité sociale de la SENSAP, co-présidée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, le vice-premier ministre en charge de la Défense, Guy Mwandiavita, et le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Pour la première fois depuis l'indépendance, nos forces armées et notre police nationale sont désormais intégrées pleinement dans un régime de sécurité sociale géré par une caisse professionnelle. La nouvelle politique de protection sociale mise en œuvre par le gouvernement congolais matérialise la ferme volonté du chef de l'État de garantir la protection sociale de ceux qui protègent l'intégrité territoriale et la souveraineté de la nation. Ce régime de sécurité sociale dédié au personnel militaire et policier constitue un acte de reconnaissance nationale envers ces femmes et ces hommes qui, souvent au péril de leur vie, assurent notre sécurité collective. L'instauration du nouveau régime de sécurité sociale de la SENSAP offre un cadre structuré de sécurité sociale pour les militaires et policiers. Aujourd'hui, nous franchissons un pas décisif avec l'adhésion des policiers et des militaires à ce régime spécial de sécurité sociale. Il s'agit là d'une avancée majeure qui vient réparer une injustice sociale longtemps décriée. Après Kinshasa, la sensibilisation sur le nouveau régime de sécurité sociale intégrant les militaires et policiers va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Il est pesant temps de développer le titre annoncé à l'ouverture de cette édition. Les communes du district de Moamba à Kinshasa vont bénéficier d'une amélioration de la desserte en électricité. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères a signé hier vendredi avec l'agence japonaise de coopération internationale un avenant au projet d'amélioration de l'accès à l'énergie Elichala. Au ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo, il y a eu lieu cette cérémonie de signature officielle de l'amendement de l'accord de dons non remboursables du gouvernement japonais
à travers l'Agence japonaise des coopérations internationales JICA pour la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité dans le district de Moamba, dans la ville de Kinshasa. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner et Keiichi Okichu, représentant résident de la JICA en République démocratique du Congo, ont procédé à la signature du dit amendement de l'accord de don du 2 novembre 2023 en remplacement du montant initial de 2,7 milliards de yens japonais par celui de 3,898 millions de yens japonais, soit 27 millions de dollars américains. Le projet qui nous réunit aujourd'hui vise non seulement à renforcer l'accès à une électricité fiable dans plusieurs communes stratégiques du district du Moamba, notamment Lemba, Matete, Ngaba, Kisenso et Limete, mais aussi à améliorer les conditions de vie des populations, soutenir les activités industrielles et contribuer au développement des infrastructures essentielles telles que les stations de traitement d'eau potable. Ce projet a pour objectif de stabiliser l'alimentation électrique dans le district de Moamba par la dotation de nouveaux transformateurs de 220 kVA de haute tension ainsi que la construction des salles de commande à la sous-station de la Funa et Liminga. Les scientifiques congolais sont appelés à sensibiliser la population sur la place de l'intelligence artificielle dans le devenir de la société congolaise. C'est un appel lancé par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, lors du lancement de la 2e édition de Rencontre congolais de recherche sur le journalisme. On regarde ensemble. Je crois que l'objectif de la technologie, c'est justement simplifier la tâche à l'homme. C'est une prise de parole à la fois lucide, encourageante et résolument tournée vers l'avenir. Le ministre de la Communication et Médias livre à l'assistance une réflexion sur la transformation du journalisme face aux défis de l'intelligence artificielle. L'homme du changement de narratif a encouragé l'organisateur et ses partenaires pour la tenue des psychologues qui tient à apporter de réponses concrètes sur le danger que court le journalisme avec la montée et l'utilisation en puissance de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, et comme d'ailleurs tout ce qui s'offre à nous, doit être utilisé pour la défense de la cause nationale. Et justement, dans cet ordre, nous, dans le cadre du front médiatique, nous avons vu ce que c'est les dégâts de l'intelligence artificielle lorsqu'il est utilisé dans les objectifs malveillants. Parce qu'on est toujours en mesure, de par l'intelligence humaine combinée à l'intelligence artificielle, de produire de modèles différents qui sont centrés sur la vérité. Et c'est dans cette dynamique de vérité que dans le cadre du narratif qui a accompagné ou qui nous accompagne dans cette guerre, nous avons fait d'énormes progrès parce que nous avons voulu non pas être impressionnés par la capacité des ennemis à recourir aux logiciels malveillants, mais par notre capacité à tous à nous assurer que partout et à tout moment, nous sommes capables de dire la vérité telle qu'elle est. Bien avant le porte-parole du gouvernement, le directeur général de l'INA a salué le choix de son institution d'enseignement supérieur par le laboratoire en sciences de l'information et de la communication pour la tenue de la 2e édition. Dans son argumentaire, le président de ces laboratoires a martelé que psychologue soit une fête du savoir, mais une fête exigeante. On change carrément de registre. Il s'est tenu à Kinshasa, dans les installations de la MONUSCO, hier vendredi, une conférence autour de la thématique jeunesse, innovation et gouvernance. Le go a été donné par le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, Nicole Toumba Boacha, Pierre Kivambi Somoué et Coco Molicho. Jeunesse, innovation et gouvernance, construire des institutions résilientes pour un avenir durable, c'est le thème principal de la conférence dont Madame, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, professeur docteur en droit Nicole Toumba Boacha, a été conviée à procéder à l'ouverture des assises ce vendredi 9 mai par l'association Synergie des jeunes Africains pour la consolidation de la paix et la sécurité. Pilier de l'action du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la jeunesse devrait être considérée non comme un cible, mais comme un acteur central du changement. Il faudra intégrer l'énergie
et les savoirs de cette jeunesse dans le milieu même de nos institutions, a dit Madame la professeure Toumba Boacha. Il faut souligner que co-construire veut dire qu'il faut reconnaître la jeunesse non seulement comme un public cible, mais comme un acteur central de changement. C'est intégrer l'énergie et les savoirs de cette jeunesse dans le milieu même de nos institutions. Et ça tombe bien, car ce postulat constitue le premier pilier des 6 engagements du président de la République, chef de l'État. Pourtant, trop souvent, les institutions peinent à intégrer cette énergie, à l'écouter ou à s'en nourrir. Or, la résilience institutionnelle ne peut se décréter, elle se construit. La conférence a rassemblé notamment les jeunes leaders, des chercheurs, des représentants institutionnels autour d'un dialogue intergénérationnel sur la gouvernance inclusive, les innovations citoyennes et les rôles de la jeunesse dans la consolidation de la paix et des institutions durables, tout en souhaitant des fructueux échanges, des discussions fécondes et des idées pulvérissantes. Madame le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État a invité les conférenciers à dépasser les constats pour imaginer des passerelles, des outils et des pratiques nouvelles. Consolider le partenariat entre la RDC et le Fonds monétaire international pour une gestion responsable et souveraine de ressources naturelles, le ministre de Mines a discuté avec une délégation du FMI autour de la gouvernance du cobalt en RDC. Rencontre stratégique entre le Fonds monétaire international et le ministère des Mines autour de la gouvernance du cobalt en RDC. La rencontre tenue en présence des représentants de la RECOMS et de la CTCPEM a porté principalement sur la gouvernance du cobalt, ressource stratégique pour la RDC et le monde. Le ministre des Mines Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé a présenté les efforts en cours pour améliorer la traçabilité, la transparence et la fiscalité du cobalt, notamment à travers l'opérationnalisation de l'entreprise générale du cobalt EGC et le renforcement du cadre réglementaire. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais à faire du secteur minier un pilier de développement économique et de souveraineté nationale. Pendant les échanges, il était également question d'échanger sur la stratégie de suspension des exportations du cobalt brut. Kizito Pakabomba a précisé qu'il s'agit d'une stratégie de souveraineté économique et industrielle. Une évaluation de cette mesure sera faite après 3 mois de la mise en place de cette mesure de suspension avec un objectif visant à encourager la transformation locale du cobalt, créer des emplois et capter davantage de valeurs ajoutées au bénéfice du pays. Le ministre des Mines a reconnu les défis à surmonter et a sollicité l'appui technique du Fonds monétaire international pour accompagner cette transition. De son côté, le chef de mission du FMI a salué la volonté des réformes exprimées par les gouvernements congolais, rappelant que le secteur minier joue un rôle clé dans la mobilisation de recettes publiques et dans la lutte contre les changements climatiques à l'échelle mondiale. Les 2 parties ont convenu de renforcer leur coopération autour des enjeux liés à la gouvernance, à la fiscalité et à la transformation industrielle des minerais stratégiques. Autre rencontre, c'est celle avec le ministre des Mines du Congo-Brazzaville, Pierre Oba. Cette rencontre bilatérale a porté sur le renforcement des relations minières entre les 2 pays voisins dans une perspective de coopération régionale approfondie. Adopté en séance plénière à la Chambre basse du Parlement congolais, le projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 25/030 du 12 mars 2025 marque un tournant décisif pour le secteur culturel congolais. Porté par la ministre de la Culture, cette avancée historique jette de base d'une véritable politique culturelle nationale. Jean-Pierre Ndolo Demazo et Fanny Malonga. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elébé Mandembo, a présenté et fait adopter le jeudi 8 mai 2025 à l'Assemblée nationale le projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 25/030 du 12 mars 2025 portant principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts basés sur la politique culturelle nationale. C'est dans ce contexte que le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
pour l'intérêt qu'il accorde aux initiatives de mon ministère et des créateurs d'œuvres de l'esprit dans notre pays, a signé en date du 12 mars 2025 l'ordonnance loi citée ci haut. Ce texte permet à la République démocratique du Congo de réviser sa conception de l'apport de la culture dans son développement et dote le pays d'un cadre juridique adapté à son identité culturelle et à ses besoins en matière de développement durable, économique, technologique et social. Cette avancée témoigne de la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement de valoriser et de promouvoir l'identité nationale tout en affirmant la culture comme un levier de développement, de cohésion sociale et de soft power pour la République démocratique du Congo, tant sur la scène nationale qu'internationale. Vous avez certainement reconnu la voix de Bobo Mokonzi. Dans un autre registre, les habitants de Njili appelaient à s'approprier les infrastructures de base données à leur juridiction. C'est ce qui ressort de la rencontre de la notabilité de cette municipalité. Rodé Panda. Avec plus de 442 000 habitants, pour 13 quartiers, la commune d'Njili, l'une des vieilles cités aménagées sous la colonie belge, voit ses routes rénovées sous l'impulsion du président de la République, Félix Tshisekedi. Nous remercions M. le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir matérialisé sa promesse. Et en Njili, nous voyons des infrastructures qui poussent. Cette municipalité abritant les institutions du district de la Tchangou attend accueillir le président de la République ainsi que la première ministre Judith Suminwa pour l'oreille attentive aux desiderata des Njilois, confie le notable Joseph Nsalambi. Les Njilois disent au chef de l'État merci pour avoir nommé une première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, qui soutient sa vision. Les chefs de l'État est attendu encore en Njili. Les Njilois rencontré la première ministre pour déposer notre cahier de charges. Dans la foulée, la population de Njili est appelée à s'approprier les travaux d'aménagement et de réhabilitation des avenues Luemba, Maître Croquet et autres infrastructures de base de leur juridiction. Ces échanges entre notabilités njiloises ont fait mention du moratoire du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Matezelo, sur la vente de terres et surtout les projets de route de dessert agricole Yanda, Nsanda, Relian, Njili, à Lukungamputu. Autre grand titre de ce matin, sur instruction du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, plusieurs constructions anarchiques ont été démolies sur l'avenue Mapenza dans la commune de Ngalema. Depuis novembre, pour récupérer l'espace à Ngalema, le tracteur de l'hôtel de ville ont fait respecter la loi. Plusieurs constructions illégales démolies sur l'avenue Mapenza, non loin de l'hôtel Malébo. Dès les premières heures de la matinée, le ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics, Alain Tshilungu, accompagné de son collègue de l'environnement, ont veillé à l'application stricte des instructions du gouverneur de la ville, Daniel Boumba-Loubaki. Pour Alain Tshilungu, il est du devoir du gouvernement de prévenir les inondations à Kinshasa en éliminant les constructions anarchiques afin d'assainir la ville. Nous devons nous opposer à accompagner ceux-là qui veulent construire sur des zones non aedificandi, sur des berges des rivières et sur des lits des rivières. Ce que nous faisons présentement, ce n'est pas une démolition méchante, c'est plutôt une récupération de l'emprise publique de l'État. Les Quinois et les Quinoises, nous vous recommandons de ne pas céder à la tentation d'acheter ou de vous approprier des zones qui appartiennent au domaine public de l'État. L'opération de démolition sur l'avenue Mapenza devrait concerner plusieurs dizaines de maisons construites illégalement. Elle s'ajoute aux opérations similaires déjà menées dans la concession de l'Onatra, Kitambo Magasin ainsi que au rond-point Kabambaré dans la commune de Barumbu.
Madame, monsieur, c'en est totalement fini pour ces matins. Ce journal a été coordonné par Miraï Ndeke, réalisé par Jonathan Balama et Mamita Bongoulou, assisté de Ernest Bolikoko, Ruben Kumbu, Alain Galia, Jean Nseka, Émile Zola. Retrouvé Marie-Pascale Kalong à 13h30 de Kinshasa pour de nouveaux titres d'actualité. À toutes et à tous, bonne journée.